Bonjour à tous, je suis François Simon, professeur de microbiologie à la faculté de médecine de l'Université de Paris et je dirige l'Institut de médecine et d'épidémiologie appliquée, la Fondation Léon Bas, qui est à l'hôpital Bichat. Et il nous a paru important, en tant que centre de formation et de communication pour les pays à la fois au nord et du sud, dans une approche de santé globale, de faire un point sur la situation actuelle des vaccins et de la vaccination anti-SARS-CoV-2. Comme vous le voyez, le virus maintenant qui est extrêmement bien connu, bien diffusé, y compris dans les médias du grand public, avec cette fameuse protéine S qui est la cible de tous les vaccins actuels. Cette protéine S est la clé qui va permettre au virus d'entrer dans la cellule via son récepteur, qui est le récepteur ACE2, qui est le récepteur à l'angiotensine. Quelques mots sur l'origine de ces virus. Ces coronavirus sont une classe de virus extrêmement représentée dans tout le monde animal, aussi bien chez les mammifères que chez les oiseaux, également les poissons. Ce sont des virus très anciens. Et on a donc actuellement, et c'est ça qui est très important de comprendre, l'émergence d'un virus. Et c'est un seul virus, c'est toujours le même depuis son passage probablement de la chauve-souris ou d'un animal hôte intermédiaire. On avait incriminé le pangolin, mais il semble que ce ne soit pas lui directement, qu'on retrouve bien des séquences du coronavirus du pangolin dans le virus actuel, mais les recombinaisons auraient pu avoir lieu il y a déjà plusieurs dizaines d'années entre des coronavirus de chauve-souris et celui du pangolin. Actuellement, l'origine exacte n'est toujours pas connue et peut-être nous ne la connaîtrons jamais. Il pourrait s'agir peut-être des bisons ont été mis en cause, peut-être ça peut être des civettes ou d'autres animaux. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il s'agit d'un seul et même virus. Ce n'est pas une recombinaison actuellement avec d'autres virus. Les recombinaisons qu'ils portent ont eu lieu bien avant et sont bien antérieures. Et donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que la diversification de ce virus, les fameux variants dont on va parler bien évidemment avant d'entreprendre le chapitre sur les vaccins, que ces variants ne sont finalement que l'expression de mutations, d'accumulation de mutations ponctuelles, plus ou moins importantes, de délétions, plus que des phénomènes de recombinaison qui n'ont pour l'instant jamais eu lieu. Donc un seul virus comme point de départ. Donc ce virus porte une protéine de surface, donc qui est la protéine S, que vous voyez représentée ici, avec deux secteurs, S1, S2. Et cette protéine va donc aller se ficher dans le récepteur ACE2 de la cellule hôte. Puis, dans un second temps, il va y avoir internalisation du virus. Et vous voyez sur ce schéma qu'il y a une rétraction de la tige qui est d'attachement au récepteur, et il y a un clivage qui va attirer le virus vers un corécepteur qui va permettre l'internalisation, la fusion des membranes du virus et de la cellule et l'injection de l'ARN dans l'intérieur même de la cellule. Donc, si l'on contrôle cette étape fondamentale, on contrôle la réplication du virus. Le virus ne pourra plus affecter les cellules grâce aux anticorps qui seront nés de la vaccination lorsque l'on mettra en présence la protéine artificielle qui représente cette protéine S de surface, la protéine artificielle faisant sécréter à l'organisme des anticorps qui, secondairement, empêcheront les virus de rentrer via le récepteur de l'ACE2. C'est donc une protéine extrêmement importante. Elle est représentée de nouveau ici de façon schématique avec un trimère, un peu cette forme de tulipe, et ici cette bande jaune qui est extrêmement importante parce qu'elle exprime le site de liaison le plus proche de la CE2. Et ces fragments, cette boucle de liaison au récepteur correspond aux acides aminés entre 400 et 500. Donc toutes les mutations qui arriveront entre les numéros 400 et 500 peuvent avoir potentiellement des conséquences, soit pour la liaison, soit pour la production d'anticorps compétents pour neutraliser le virus. C'est donc une protéine extrêmement importante qu'on résume sous le nom de RBD, avec le RBD pour R receptor B binding domain et RBM receptor binding motif, le motif donc le plus important.
Ce qui va donc nous retenir maintenant, c'est les risques de mutation. Bien évidemment, si vous avez injecté une protéine euh, disposant d'une composition d'acides aminés, certains acides aminés, vous aurez des anticorps dirigés contre cette protéine. Si, entre-temps, les mutations ont modifié les acides aminés, cette protéine pourra échapper aux anticorps qui auraient été créés par le vaccin antérieur. Il s'agit donc d'un domaine extrêmement important. La première chose à comprendre également, c'est que ces protéines S sont riches en nombreux acides aminés et qu'il y a de nombreux sites antigéniques. Donc, une seule mutation a très peu de chances d'empêcher que des anticorps qui soient nés après les premières vaccinations, que ces anticorps soient incompétents pour maîtriser de nouveaux virus ayant un tout petit peu muté. Or, comme il n'y a pas de recombinaison, que les mutations sont uniquement ponctuelles, le risque théorique de voir les virus actuels, y compris les virus mutants, échapper aux vaccins actuels, ce risque est extrêmement faible. Ce qu'il faut comprendre également, malgré le battage médiatique, c'est que ces virus, ces coronavirus, finalement, sont très peu variables, car ils disposent d'une enzyme qu'on appelle l'ARN 3,5' hexoribonucléase, qui est capable de réparer les erreurs lorsque le virus se réplique. En effet, c'est au moment où le virus se réplique que les mutations vont s'accumuler. Et si la mutation est défavorable au virus, cette enzyme ribonucléase va éliminer la mutation afin de permettre au virus de se constituer normalement. Donc, ce sont des virus peu mutants au départ. Par contre, l'immense réservoir viral humain actuellement qui ne cesse d'augmenter multiplie le risque de ces mutations. Et c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud, où l'épidémie connaît un regain certain. Plus le virus se multiplie, plus il est mis en position favorable pour se multiplier, et plus on fait une pression sur lui, plus il va accumuler des mutations. Donc, le motif de liaison au récepteur, ce fameux RBM au cœur même du RBD, c'est la cible principale des anticorps neutralisants. Ce fameux variant, bien évidemment, en tant que variant britannique, il ne fallait pas que ce soit très simple. Parce que d'abord, VOC, ça veut dire variant of concern, c'est-à-dire qu'il est considéré comme étant un variant réel, donc avec des conséquences potentielles. Auparavant, on l'appelait VUI, c'était variant under investigation, c'est-à-dire qu'avant qu'on ait conclu que c'était un variant d'importance, on l'appelait VUI. 2020 pour l'année et 1201 pour le mois de décembre sur lequel il a été enregistré. Mais on l'appelle également, on parle également de ce variant sous le nom de son linéage phylogénétique qui est le B117, B117. On l'appelle également le 501 V1. On l'appelle également d'une manière un peu raccourcie un virus, c'est-à-dire SGTF, c'est-à-dire S gène pour target failure, c'est-à-dire qu'on va le voir, les PCR qui portent sur cette région, pour certaines techniques de PCR, vont rester négatives. Or, on fait toujours une PCR sur au moins 2 gènes, et si vous avez un gène qui est positif et le gène de l'enveloppe qui est S, le gène de surface S qui est négatif, vous allez tout de suite suspecter que c'est un variant britannique. Ça, c'est uniquement vrai pour le variant VOC 2020, pas pour les autres variants qui, eux, restent positifs en PCR. Donc, c'est très utile pour nous. C'est du reste comme ça qu'on repère la circulation de ce variant. Si la PCR que vous utilisez reste négative lorsque ces mutations sur le gène S sont présentes, cela veut certainement dire que vous avez affaire à ce variant. Donc, il y a énormément de mutations sur ce variant, plus de 23 mutations, donc 14 sont non synonymes, c'est-à-dire qu'on est passé d'une base pyrimidique à une purine à une pyrimidine. C'est donc des mutations lourdes, des mutations très importantes, et également une mutation dite Q27 stop, c'est-à-dire qu'il y a un codon stop qui va tronquer la fabrication d'une protéine. Bon, on ne connaît pas trop bien encore actuellement l'action, mais c'est donc des mutations majeures. Donc elles sont ici résumées pour les plus importantes, avec non seulement un codon stop, avec non seulement des mutations qui sont au cœur même du RBD, voire du RBM, au cœur même donc de la protéine qui va se lier au corécepteur, mais en plus une délétion. Délétion sur les codons 69-70, et c'est cette délétion qui fait que les PCR, enfin certaines PCR,
certaines machines PCR ne seront pas capables d'amplifier le gène S, et la négativité étant donc suggestive de la présence de ce variant. Donc, au cœur même, on trouve ce fameux codon 501 qui est passé d'un aspartate à une tyrosine. C'est donc une mutation quand même qui est relativement importante. Et on a remarqué que souvent, cette mutation était impliquée dans le changement d'hôte, c'est-à-dire que favoriserait l'adaptation à un hôte nouveau. Et quand on avait eu l'infection chez les visons au Danemark, il y avait eu un retour de flamme, si on peut dire, puisque le virus des visons avait infecté de nouveau les humains, mais cette fois-ci en portant la mutation 501, comme si c'était une mutation qui favorisait la transmissibilité du virus. Et c'est peut-être le cas, même si actuellement on reste encore beaucoup dans le domaine d'hypothèses. On le voit donc également, donc les délétions terminales importantes qui vont négativer les PCR réalisés sur le gène S, mais pas sur les autres régions du virus. Les discordances étant donc évocatrices. L'origine, très certainement, la floraison des variants actuels est très certainement liée, on le pense du moins pour ce variant britannique, vu l'importance des mutations. C'est très certainement un patient immunodéprimé qui a été profondément atteint avec une infection sévère et pour qui on a certainement essayé de faire une transfusion de plasma convalescent. C'est une technique un petit peu historique, mais on a parfois d'excellents résultats. Lorsque l'affection est sévère, ce qui est souvent le cas chez les patients immunodéprimés, en transfusant un plasma de quelqu'un qui a fait le Covid et qu'on a guéri, on va donc délivrer une très grande quantité d'anticorps. Et c'est peut-être cette grande quantité d'anticorps sur un virus qui était très certainement très multiplicatif parce que affectant un patient immunodéprimé, que cette grande quantité d'anticorps a permis ces mutations majeures, ces 23 mutations, dont 14 mutations majeures. Et peut-être en donnant une certaine plasticité, une certaine transmissibilité au virus. Voici un arbre phylogénétique avec la branche donc, qui correspond au virus porteur de cette mutation 501 tyrosine. On voit qu'il y a une grande accumulation de mutations et on voit que cette branche qui actuellement donc, connaît un succès énorme en Grande-Bretagne et en Irlande en termes épidémiologiques est vraiment différente des autres branches. Il s'agit vraiment de l'émergence d'un variant dont maintenant il va falloir observer le comportement. Si on regarde sur ce schéma assez illustratif, on voit ici tout le génome et on voit ici qu'il y a de très nombreuses mutations, donc ces 23 mutations, elles sont réparties tout au long du génome, avec bien sûr des mutations plus remarquables au niveau du gène qui code pour la protéine de surface S. Et si on regarde cette protéine de surface, vous savez que c'est un trimère, comme je vous l'ai dit, et si on la regarde par le dessus, on voit ici la zone de liaison, la clé qui va donc la clé qui va rentrer dans la serrure du corécepteur, du récepteur ACE2, et c'est au cœur même, au bord même de cette liaison que sont les mutations 501, ici représentées en point jaune. Les délétions, elles, vont un petit peu, on va dire, découper peut-être la protéine sur ses bords. L'ensemble peut-être de ces mutations pourrait expliquer que il y a une meilleure liaison, un meilleur attachement à la protéine, ce que certains tests in vitro semblent montrer, mais bon, les tests in vitro, il faut quand même toujours un peu s'en méfier. Et puis vous voyez ici que la mutation majeure du codon stop à la position 27 entraîne la perte de 26 acides aminés. Donc une perte majeure, donc un virus quand même qui est quand même pas mal modifié par rapport aux virus parentaux que l'on connaît. Cette présence maintenant, bon, bien sûr, elle est retrouvée partout où on la cherche, c'est-à-dire dans tous les pays développés qui disposent de moyens de faire des PCR et des séquences, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne circulent pas ailleurs, et la transmission locale est maintenant bien établie, y compris en région parisienne. Les Anglais, les Britanniques ont bien évidemment travaillé très activement et ont considéré, de façon théorique, on est bien dans la théorie, que ces mutations pourraient entraîner une croissance, une transmissibilité, disons, qui serait de 50% supérieure aux autres souches, donc un R0 qui serait de 1,5. Mais ce sont des arguments composites qui arrivent à cette conclusion. D'abord, on observe au niveau épidémiologique la diffusion de cette souche. On l'observe au niveau géographique qui progresse, mais c'est aussi parce qu'on la regarde. Donc cette corrélation entre le R, il pourra aller de 0,4 à 0,9, donc à 0,5, donc une augmentation de 50% de la transmissibilité. On observe quand même quelques points intrigants, c'est-à-dire la baisse du CT des PCR, qui signifie que la quantité
d'ARN des virus est plus importante dans le nasopharynx que ce qui est habituellement observé. Et on augmente également on regarde une légère augmentation de la charge virale. Tout ça sont des arguments, on va dire, un peu indirects. C'est un peu ténu avant de crier que c'est le virus qui va envahir le monde. Donc les données actuellement sont insuffisantes pour tirer des conclusions fermes. Il va falloir donc beaucoup d'observations. C'est ce qui se passe en France. Il y a une dizaine de jours, on était à 1% de toutes les souches qui étaient des souches du variant anglais. C'est très peu par rapport aux importances des échanges qu'on a avec la Grande-Bretagne. Pour l'heure, on va voir. Bon, il est tout à fait possible que ce virus prenne sa place dans l'épidémie. Il reste à savoir s'il va prendre uniquement sa place, c'est-à-dire déplacer d'autres virus moins transmissibles, ou se comporter comme un nouveau virus et qui va donc en plus compliquer la situation déjà un peu tendue actuellement au niveau de la transmission et de nos 20-25 000 patients jour. On a observé, entre guillemets, qu'il y avait au départ une transmissibilité qui semblait supérieure chez les jeunes, s'est battue en brèche, on n'est pas tout à fait d'accord. Il y a des réinfections qui ont été observées chez à peu près un petit millier de sujets qui avaient déjà été infectés par le virus SARS-CoV-2 traditionnel, qui ont été réinfectés. Mais c'est normal aussi, on le sait que la protection après une infection, si l'infection n'a pas été très majeure, très importante, est possible. Donc ça rajoute un petit peu, mais ce n'est pas du tout tout à fait convaincant. Et enfin, heureusement, on a pris du plasma des gens qui avaient été vaccinés par le Comirnaty, donc le virus Pfizer, et de même que c'est pareil avec le virus Moderna, avec le vaccin Moderna. Et si on prend leurs plasmas sont capables de neutraliser ce variant. Donc je pense qu'il faut être extrêmement vigilant avec ces variants, mais il ne faut surtout pas se laisser emballer par l'émergence d'un nouveau virus. En vérité, ce qui s'est passé, le masque, le confinement en Grande-Bretagne, c'est toujours les Britanniques qui ne font pas toujours les choses comme les autres, était très particulier. Le masque n'était pas obligatoire, c'était assez compliqué. Et déjà en octobre-novembre, la situation épidémiologique était vraiment pas terrible. Et tout d'un coup, pour des raisons politiques évidentes, ce mois de décembre important pour les Britanniques, le gouvernement a décidé de déconfiner donc au pire moment, c'est-à-dire au moment où tout le monde se mobilisait par rapport au fait, les matchs de foot ont été autorisés, les pubs ont été réouverts, et vous voici donc devant une courbe ascendante extraordinaire. Et bien évidemment, si ce virus est un peu plus transmissible, ce qui est tout à fait possible, en arrivant de situations épidémiologiques telles, il va donc connaître un effet avalanche, l'incidence dépendant de la prévalence, parce que plus vous avez de virus, eh bien évidemment, plus vous allez affecter la population, et ainsi, par un effet de boule de neige, devenir le virus dominant, ce qui est en train de devenir en Grande-Bretagne. Si on fait un petit peu, c'est la cartographie au fil des années, de l'année dernière, des différents virus qu'on a observés en Grande-Bretagne avec la montée donc, du variant 501 YV1, depuis maintenant le mois de l'automne, on voit donc, entre guillemets, que ce variant connaît effectivement un grand succès épidémiologique, mais on ne peut pas savoir si c'est par le fait du hasard favorisé par une légère plus grande réplicativité ou si c'est réellement un nouveau virus qui est en train de rebattre les cartes de l'épidémie. Donc pour l'heure, actuellement, on conclura à un variant légèrement plus réplicatif, peut-être mieux adapté, mais qui bénéficie de circonstances épidémiologiques royales pour un virus. On a déconfiné au mois de décembre dans une des régions les plus peuplées du monde en autorisant la réouverture des pubs et en faisant tout ce qu'il faut pour que cette épidémie flambe. Le variant sud-africain également, qui circule, qu'on connaît également, qui est déjà également dans notre pays, il est un peu plus compliqué de la mesure où c'est carrément au cœur même du RBD, donc sur l'RBM, sur le motif, autour de la mutation 501, il y a 3 mutations. Alors, cette mutation, elle pourrait avoir des conséquences peut-être, non pas une fois de plus sur les vaccins, parce que je crois que la protéine S est suffisamment large dans ces différentes unités pour donner naissance à beaucoup d'anticorps, et le fait qu'il y ait une mutation au niveau du cœur du RBD ne serait certainement pas la cause de l'échec des vaccins actuels. Cette souche connaît pareil un grand succès épidémiologique, mais on ne peut pas savoir si c'est lié effectivement aux conditions épidémiologiques en Afrique du Sud,
actuellement. Donc, mais pareil, une grande prudence de surveillance, mais pas de souci pour les vaccins. Donc, il pourrait même voir échapper à certaines trousses de diagnostic qui sont basées sur la détection des anticorps anti-S, et également avoir un échappement aux anticorps monoclonaux qu'on peut utiliser dans les traitements qu'on a pu utiliser pour certains traitements. En tout état de cause, que ce soit le variant britannique ou le variant sud-africain, il n'y a pas de pathogénicité supérieure. Si vous êtes malade avec ce variant, c'est la même issue clinique avec un grand nombre d'asymptomatiques et quelques cas graves chez les patients qui présentent des prédispositions. Donc, les phases de développement des différents vaccins anti-SARS-CoV-2. Désormais, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet, en espérant que vous êtes un peu rassurés par ce discours sur la complexité des variants, sur l'accumulation de mutations liées à la multiplication du virus et sur probablement la très grande conséquence du non-respect des gestes barrières et du non-respect du confinement par rapport à ces virus. Actuellement, c'est dans les semaines à venir où nous allons mieux comprendre si réellement nous avons affaire à un nouveau super virus, ce que je ne crois pas, ou si nous avons affaire à l'addition de phénomènes d'un virus un peu plus adapté, mais surtout de conditions épidémiologiques qui ont été complètement négligées en Grande-Bretagne. Et maintenant, avec l'effet avalanche, bien évidemment, plus il y aura de ce virus, plus l'incidence sera élevée. Les vaccins, on a un florilège de tous les vaccins. Les vaccins ARN, bien évidemment, des vaccins ADN, des vaccins recombinants, les protéines recombinantes, les vaccins vecteurs, les vaccins inactivés et même des vaccins vivants. Donc, on a vraiment tous les florilèges, mais vous allez le voir, c'est bien évidemment les vaccins par ARN messager et les vaccins par vecteurs qui sont pour l'heure en tête de liste. Et c'est bien évidemment sur eux que nous allons nous arrêter. Donc, les vaccins par ARN ou RNA messager, c'est une véritable révolution. Personne ne pouvait imaginer, il y a quelques années encore, qu'on en reste un tel succès, puisque vous le savez, les succès de plus de 90%, voire 95% de succès chez les gens qui ont été vaccinés. Il faut savoir que ce sont des vaccins anciens, ça fait plus de 30 ans qu'on travaille sur ces vaccins. C'est un concept qui est né en France, qui est né sous l'impulsion de Sanofi, donc le fabricant Sanofi Pasteur, qui est le grand fabricant de vaccins, en travaillant avec les équipes de l'INSERM de l'hôpital Cochin. On a travaillé à cette époque-là sur des modèles animaux et les succès étaient quand même très intéressants. Mais déjà d'emblée, on savait que ce n'était pas si simple que ça parce que le vaccin, l'ARN est très fragile. Les liposomes qui protègent le vaccin, eh bien, c'est pas n'importe quoi. Il faut les travailler pour que ce soit bien toléré. Donc, à cette époque-là, à la fin du siècle dernier, le DARPA, donc, qui est une agence américaine qui favorise le développement scientifique, c'est tout à leur honneur, c'est ce qu'on n'a pas assez en Europe. Donc le DARPA a injecté de l'argent, et bien évidemment tous les grands fabricants sont venus chercher avec un petit peu de subsides, et ils ont travaillé, que ce soit Novartis, Pasteur, GSK, tout le monde a été tapé à la porte du DARPA pour avoir quelques subsides, et ils ont eu un excellent succès. Les vaccins ARN marchaient bien, mais compte tenu de la complexité des enregistrements des vaccins, tous ces grands fabricants se sont retrouvés devant une nouvelle technologie, alors qu'ils avaient des vaccins à l'époque tout à fait, leur marché était tout à fait stabilisé. Les grands marchés des vaccins, bien évidemment, c'est les vaccins pédiatriques, c'est les vaccins, tout ça fonctionne très bien. Ils maîtrisent totalement les procédures pour enregistrer les vaccins, des procédures qui sont extrêmement compliquées, extrêmement lourdes. Ils n'avaient donc pas du tout envie de tout bousculer. Et finalement, tout ça a été rangé dans le fond du tiroir. Et ce sont les émergences des startups, notamment CureVac, Moderna et bien sûr BTN à Mayence, qui ont été un peu des précurseurs, qui ont continué à travailler, mais souvent, le plus souvent, dans le domaine de la cancérologie, pour essayer de trouver des vaccins qui pourraient attaquer les protéines des tumeurs pour bien évidemment contrecarrer le développement des tumeurs. Mais bien sûr, quand le SARS-CoV-2 est arrivé, ces laboratoires tout de suite ont bien compris l'enjeu qu'il y avait à produire un vaccin rapidement. Avec le Trump exigeant des réponses rapides, Moderna s'était engagé de façon extrêmement spectaculaire, très simplement parce que en 2 à 4 jours après
la publication de la séquence, ils avaient les premières séquences d'ARN messager qui étaient produites. Donc, c'est la force de ces ARN messagers de pouvoir être produits de manière extrêmement rapide. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on les produit. Maintenant, les progrès qui ont été réalisés sont considérables. Vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Et comme un peu en temps de guerre, cette épidémie aura fait faire un bond à la vaccinologie extraordinaire. Il est évident qu'on va pouvoir décliner ces vaccins sur bien d'autres cibles désormais. Comment produit-on les ARN messagers? Très simplement, on prend un ADN, on va inclure dans le gène, dans le génome de l'ADN de porteur, on va inclure la séquence de l'ARN messager qu'on décide. À partir du moment où on la connaît, on va faire la synthèse en ADN, c'est extrêmement simple, on a des machines pour le faire. On va donc l'inclure dans l'ADN et on va donc faire transcrire cet ADN qui va produire de l'ARN messager qu'on aura bien évidemment adapté. On ne prend pas l'ARN messager pur jus tel quel, on va le travailler un petit peu pour le faire plus solide, le faire parfois même auto-répliquant. Donc on va préparer un ARN messager qui ne sera pas forcément la copie stricto sensu de l'ARN messager du virus, mais qui va y ressembler très fortement pour donner naissance à la même protéine. Donc, on peut remplacer les uridines par des isomères des pseudo-uridines. Ce n'est pas le cas dans les vaccins, c'est plutôt dans la lutte anticancéreuse. Donc, on peut déjà travailler un petit peu sur la séquence même de l'ARN. Les codons rares qui peuvent nous poser des problèmes de stabilité lorsqu'on a un codon synonyme, car le code génétique est en redondant, c'est-à-dire que vous pouvez modifier certains codons et avoir le même acide aminé à la fin. Il ne faut pas s'en priver, bien évidemment. Ça peut permettre d'augmenter leur expression, la stabilité. Il va falloir purifier ces ARN double brin, des ARN avec boucle. Il va falloir se débarrasser de tout ça pour avoir l'ARN messager pur. Il faut donc des chromatographies de très très haute performance. Donc c'est un travail également, un savoir-faire qui est très important. Il faut présenter ces ARN. On ne met pas des petites boulettes d'huile comme ça. Il faut, entre guillemets, parfois essayer de les présenter sous dendrimère, que les polymères qui les portent soient bien dégradables. Il y a plein d'essais actuellement qui sont en train de travailler, d'améliorer de façon spectaculaire ces vaccins. On fait des peptides et on peut modifier également le génome. Vous allez voir que ça a été le cas pour les ARN messagers du SARS-CoV-2 pour le stabiliser, pour faire en sorte qu'il soit mieux présenté. Par exemple, l'ARN messager, bon ça c'est pour le vaccin Pfizer, il doit être préparé de façon extrêmement pure, sans contaminant bien sûr, et il doit être mélangé à ce complexe phospholipidique qui est très travaillé, très important, parce que c'est le véhicule qui va amener l'ARN, qui va le protéger, parce que l'ARN c'est extrêmement fragile. Quand on entend, entre guillemets, les gens qui s'imaginent que l'ARN va aller se promener dans le noyau, un ARN messager, c'est terriblement fragile. Il faut donc, entre guillemets, qu'il soit extrêmement bien protégé. À la fois, les conditions de chaîne de froid sont très importantes et les conditions de sa protection pour pénétrer dans l'organisme, pour pénétrer dans la cellule, sont également fondamentales. Donc, la protéine S qui va être produite par les macrophages, par les cellules dendritiques qui vont capter les protéines vaccinales, vont donc s'exprimer à la surface des cellules qui les ont phagocytées et y demeurer car la mutation du site de la furine, on a donc modifié le site de la furine, empêche son internalisation. Vous vous rappelez au début, on avait vu donc le virus qui se penchait pour aller vers le corécepteur. Cette fois-ci, on a stabilisé la protéine en protéine de préfusion pour qu'elle soit mieux présentée au système immunitaire de l'organisme. Donc ça, ce sont les vaccins simples. On a donc mis ici ce qui nous intéressait, c'est-à-dire la séquence d'intérêt. On l'a protégée par un petit chapeau, la cape en 5', par une queue poly-A, avec, entre guillemets, les sites d'initiation pour faire la synthèse de la protéine. Et une fois lâché dans la cellule, l'ARN messager, il fait son travail. Comme tous les ARN messagers, il va coder pour une protéine. Toutes les protéines de notre organisme sont codées par des ARN messagers. Alors, quand on entend des fois dans le grand public des doutes sur les ARN messagers, je crois que c'est l'un des ARN probablement les plus fréquents. Et lorsque vous faites un vaccin, quel qu'il soit, il y aura toujours des ARN messagers dedans, plus ou moins. Là, on en a plus, c'est l'avantage. On va directement avoir d'excellents résultats. Maintenant, ça, c'était hier, on va dire. Aujourd'hui déjà, et Moderna travaille sur ces nouveaux ARN messagers qui sont autoréplicatifs. Cette fois-ci, on recolle
dans, dans, dans l'ARN messager un complexe de réplication qu'on va chercher sur des virus de cirque, donc des petites séquences du virus Synbis ou Semniki, par exemple, qu'on aime bien en virologie. Et ces ARN, ces ARN modifiés grâce à une réplicase vont permettre de devenir autoréplicatifs. Quand vous avez l'ARN conventionnel, vous avez donc la molécule de lipide qui va donc pénétrer, relâcher l'ARN messager, qui va donc aller au niveau du ribosome, faire la synthèse des protéines qui sont exprimées. Ici, c'est la même chose, donc toujours pareil, l'expression, mais en plus, grâce à la réplicase, il va y avoir une autoréplication de l'ARN qui, bien évidemment, va se multiplier et va donner de nouveau donc une plus grande quantité de protéines. Donc, on amplifie réellement le signal, c'est super important. Et il y a donc maintenant également des nouveautés, c'est-à-dire ça, c'est déjà les ARN autoréplicants. Je sais que Moderna travaille déjà sur ces ARN autoréplicants pour faciliter, pour amplifier encore les réponses. Et maintenant, il y a encore de nouveaux vaccins par ARN messager qui sont les ARN par transréplicants. Cette fois-ci, ce sont deux ARN, entre guillemets, qui vont se communiquer avec un qui porte l'antigène, l'autre qui porte la réplicase, qui va donc donner plus de réplicase et lui plus d'ARN, un peu dans une boucle comme ça. Ça, c'est pour les vaccins de demain et qui pourront être utiles non seulement en virologie, peut-être également en cancérologie. Donc, qui a peur des ARN messagers? Ça, on entend vraiment des absurdités, comme si l'ARN messager allait aller s'intégrer dans le noyau. On a déjà bien du mal à le conserver. L'ARN messager, il sort du noyau par définition. Ils n'ont rien à y faire dans le noyau, puisqu'ils vont aller vers les ribosomes pour coder. Lorsqu'un ARN dans le cytoplasme, il va coder. Au mieux, il va réussir à faire son codage et à faire exprimer à la surface de la cellule des protéines. Puis les cellules, le système immunitaire va les détruire. C'est son rôle, parce qu'il va les reconnaître comme étant étrangères. Et ces cellules vont être détruites. Et de toute façon, les différentes protéases au sein même de la cellule vont attaquer les ARN messagers et vont les détruire en quelques heures. Il va falloir donc que dès que la vaccination soit faite, que tout de suite les cellules dendritiques captent les ARN messagers et puissent leur permettre d'être reconnus par le système immunitaire. Pour vous donner un exemple, quand vous prenez un vaccin vivant, comme le Stamaril pour la fièvre jaune, vous voyez ici que vous avez en moyenne par ampoule que vous faites vacciner plus de 8 logs, c'est-à-dire 8 zéros, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, 10 puissance 6, 8, ça fait 100 millions de copies d'ARN qui vous sont injectées quand vous faites la fièvre jaune. Quand vous faites le ROR pour vos enfants, c'est pareil, le ROR, ce sont des paquets d'ARN messagers. Lorsque vous faites un virus vecteur, ça va être mis également ça va transiter par la fabrication d'ARN messagers. Ces ARN messagers sont obligatoires, ils sont indispensables à une synthèse de protéines, à moins d'avoir un vaccin protéique, comme on fait un peu à l'ancienne, qui sont des bons vaccins qui n'ont pas démérité, mais vous avez, entre guillemets, une meilleure protéine, une plus belle protéine si vous le faites directement, on va dire, directement fabriqué par votre organisme. Donc voilà, on arrive, si vous voulez, maintenant à avoir, on va dire, des vaccins pour lesquels il y a de l'ARN messager, soit directement injecté, soit indirectement via les vecteurs ou par des virus atténués, comme le ROR ou comme la fièvre jaune, ou des protéines fabriquées au laboratoire, comme c'est le cas pour le vaccin de Sanofi Pasteur que l'on attend pour la fin de l'année. Donc il n'y a aucune raison d'avoir, entre guillemets, des craintes particulières au niveau génomique. Ces vaccins, ils ont des torts, comme tous les vaccins, ils ont des qualités, ils ont des torts. On va le voir, ils donnent plus de choc anaphylactique, mais ça reste de façon tout à fait anecdotique. Les événements indésirables, il y a plusieurs centaines de milliers, voire millions de personnes désormais qui ont été vaccinées, et on le voit, il n'y a que les journalistes qui vont essayer de chercher des problèmes, parce qu'il n'y a pas de problème. Entre guillemets, actuellement, ces vaccins sont extrêmement bien tolérés, il n'y a quasiment aucun effet indésirable, et beaucoup de ceux qui ont été vaccinés, dont je suis par exemple, supportent totalement, c'est comme si on faisait n'importe quel vaccin, il n'y a vraiment il n'y a même pas d'effet secondaire au point d'injection pour la plupart d'entre nous. Donc, il n'y a absolument aucune raison d'avoir de crainte particulière, si ce n'est que comme tout vaccin, comme toute modification qu'on apporte à l'organisme, il peut y avoir des réponses anti-ARN qui fait que le vaccin soit moins efficace et parfois des phénomènes de complications d'auto-immunité qui sont rarissimes. L'anaphylaxie, par exemple, c'est 1 sur 100 000. Une fois sur 100 000 injections, vous avez quelqu'un qui fait un choc anaphylactique.
si on n'a pas été prévenu que le patient était allergique. Ce n'est pas les allergies quand les gens vous disent je suis allergique, je ne sais pas quoi, aux acariens ou n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Pour ne pas avoir le vaccin, il faut vraiment avoir des antécédents de choc anaphylactique, d'avoir vraiment ce qui est quand même extrêmement rare. Donc, en faisant un interrogatoire rapide, on peut déjà éliminer ou mettre, comment dirais-je, sous haute surveillance des gens qui auraient pu faire de par le passé un choc, mais c'est extrêmement rare, donc il n'y a aucune raison de craindre ces vaccins. Donc actuellement enregistré en Europe, en rouge, pour l'instant, il n'y en a que deux, c'est le Comirnaty, donc le vaccin de Pfizer, de la BNT, la start-up de Mayence, et le vaccin Moderna, donc également un vaccin ARN messager. Les Britanniques ont enregistré le vaccin AstraZeneca, qui est un vaccin par vecteur. Le dossier a été déposé à l'Union européenne, mais cette dernière, les experts ont jugé que les données étaient insuffisantes. On va revenir sur ce vaccin, qui est un vaccin également intéressant, qui complète de toute façon la panoplie. Plus on aura de vaccins, mais plus on se sortira vite. Hein, donc c'est clair. Puis il y a des enregistrements hors de l'Union européenne. J'en dirai un mot pour que c'est quand même toujours intéressant. En Chine, en Russie, et bien évidemment, les vaccinations commencent un peu partout dans le monde, un petit peu dans le désordre. Mais bon, au total, on finira bien par s'en sortir si les gens acceptent de se faire vacciner. Donc, les prix, c'est important de voir qu'on a des grandes variabilités de prix. Par exemple, le vaccin Oxford AstraZeneca, donc qui est un vaccin vecteur, il est à 4 $. Le Moderna, c'est plus cher, à plus de 30 $. Le Pfizer à 20 $. Et le vaccin russe qui ne nous concerne pas à 10 $. Donc, il y a une très, très grande variabilité des prix. Il faut voir, bien évidemment, que pour ces laboratoires, c'est une manne sans fin, puisque actuellement, ils sont, on va dire, carrément question de monopole. Les autres vaccins ARN n'arriveront pas avant plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Donc, ils sont vraiment en position de monopole et bien évidemment, ils en profitent un maximum. On le voit bien avec la récente reconversion de Pfizer qui veut diminuer le volume dans ces flacons pour pas qu'on puisse faire 6 doses et qu'on reste bien évidemment à 5 doses, car ils vendent des doses, ils ne vendent pas des flacons. On en pensera ce qu'on doit en penser. Donc, voici ici synthétisé donc, le Comirnaty, donc le vaccin, on va dire, le numéro 1, l'ARN messager dans sa capsule de lipides qui est intégré dans la cellule et qui va donc aller au niveau du ribosome, faire la synthèse de ces protéines, si on les reconnaît, donc un petit peu, avec la tige, le S2, et puis le S1, donc avec le RBD ici, et ici des anticorps qui sont natifs. Donc, ça va être une très belle protéine qui a été stabilisée. C'est donc un ARN qui est un ARN simple brun, qui a donc été protégé en 5' et en 3' par une cape ARN et une queue poly-A, et qui va donc coder pour la synthèse de cette protéine. Auparavant, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas si simple que ça quand on fait les sélections de vaccins. BNT, par exemple, donc qui avait travaillé d'abord sur la première protéine, c'est-à-dire il n'y avait pas mis la tige, la protéine, cette tige que vous avez vue, cette partie S2 qui s'ancre dans la membrane du virus. Vous avez uniquement vu la synthèse de la protéine pour essayer d'en mettre un peu plus, pour aller directement vers la région la plus importante. Et les réponses n'ont pas été terribles. On a eu pas mal de température chez les patients les plus jeunes. Et on a remodifié en diminuant les quantités et en restructurant la protéine, qui est réellement la protéine de la préfusion, qui probablement se présente mieux à la surface et plus présente pour la synthèse, pour la réponse immunitaire. Et on voit que les tolérances avaient été excellentes. On a donc eu des pré-étapes qui ont été très importantes. Et dans ces pré-étapes, déjà, certaines ARN autoréplicants ont déjà été testés, pour vous dire qu'on avance très, très vite. Donc, les résultats, vous les connaissez tous, c'est 95% d'efficacité, c'est énorme. Donc, les mutations, il y a quelques mutations d'acides aminés afin de stabiliser la protéine dans sa conformation de préfusion pour une meilleure antigénicité. Et les réponses anticorps sont tout à fait satisfaisantes. Tac. Donc, le vaccin, on connaît à peu près tout, 30 microgrammes, 3 semaines d'intervalle. On a pu porter à 6 semaines, on va en discuter.
Au début de l'essai, bon, il y a eu maintenant plus de 40 000 participants qui avaient été inclus dans la phase 3, avec des patients de tout âge, mais essentiellement des patients adultes suffisamment âgés, donc ce qui est très important, puisque ce sont eux les premiers destinataires de ces vaccins. L'efficacité, comme je vous l'ai dit, pour tous les sujets, 95%, et y compris chez les patients les plus âgés, après 65 ans, on reste quand même à 93% d'efficacité, et on sait que la réponse immune diminuant avec l'âge, on est donc en face des résultats excellents qui n'ont jamais été atteints dans le domaine de la vaccinologie en aussi peu de temps. La tolérance, ce qui est important de voir, c'est que lors de ces grandes études, des gens qui avaient déjà contracté le SARS, qui étaient séropositifs pour le SARS-CoV-2, ont été revaccinés par erreur. Il n'y a absolument rien eu comme problème. Il n'y a eu aucun problème de tolérance, donc on peut revacciner les patients qui ont déjà fait de SARS, il n'y a pas de problème. La surdose, il y a eu un problème en Allemagne avec les gens qui ont reçu tout le flacon, 5 doses à cause d'une erreur de dilution, donc avec 58 microgrammes, donc c'est comme un gros paquet d'ARN messager par rapport, c'est double de la dose habituelle, il n'y a absolument aucune réaction, une très très bonne tolérance. Donc, fréquence de fièvre, température qui est plus élevée après la deuxième dose, c'est normal parce que vous avez une première dose qui vous donne déjà une première petite réponse immune, et la deuxième, votre réponse immune fonctionne à plein, et donc les systèmes interférents sont mobilisés, et vous avez donc une réponse immunitaire. Il y a des petits problèmes, il y a toujours des problèmes avec n'importe quel vaccin. Il y a eu des paralysies faciales, qui sont des paralysies faciales qui vont régresser, qui sont très certainement de nature auto-immune pour 4 participants, donc sur plus de 40 000 patients. Donc, mais ils étaient tous dans le groupe vaccin, ce qui fait, on sait que ça peut donner, mais voilà, on a un seul, entre guillemets, qui a eu après la première dose, et pour les autres, c'était 3 jours à 1 mois et demi après la deuxième dose. Donc, il n'y en a aucun dans le groupe placebo, mais des paralysies faciales, c'est assez fréquent. Donc, ça n'a statistiquement pas été considéré comme étant significatif, même si, bien évidemment, on est très tenté de le ramener au vaccin. Les effets communs, c'est-à-dire qu'on retrouve au moins une fois tous les 10 vaccinations, c'est des arthralgies, un peu comme un syndrome pseudo-grippal, et très très rare, donc une fois sur 10 000, c'est ces histoires de paralysie faciale, et une fois sur 100 000, de l'anaphylaxie. Alors, le flacon, il est à 6 mois, il est validé au moins pour 6 mois s'il est conservé entre moins 80 à moins 80 degrés. Une fois sorti du congélateur, ça se complique parce qu'il peut être conservé que 5 jours à plus 4. Donc, c'est sûr que lorsqu'il faut faire de la logistique, par exemple pour des EHPAD ou pour les amener au cabinet du médecin généraliste, c'est compliqué. Et une fois, entre guillemets, que le vaccin est ouvert, il faut vraiment l'utiliser dans les 2 heures. Même si la température est élevée, il doit être mis, donc, entre guillemets, dans une chaîne de froid un peu compliquée. Ce n'est pas très, très simple, et il ne peut pas être congelé, bien sûr. Et une fois que le vaccin, la seringue est prête, il faut l'utiliser. On ne peut pas la garder au-delà de 2 heures. Le Moderna, c'est la même chose, donc on va aller plus vite. Pareil, 30 000 participants. Les flacons, ils ont 10 doses, donc c'est encore plus compliqué. On était à 5 doses, là on arrive à 10 doses. On a eu d'excellents résultats également, donc je passe la diapositive suivante. Pareil, c'est un ARN qui est encapsulé dans les nanoparticules lipidiques, pareil avec des substitutions pour les prolines pour en faire que le domaine de préfusion, que la protéine de préfusion soit bien présentée. L'ARN ne se réplique pas. On sait que je vous l'ai dit que les prochains vaccins seront probablement autoréplicatifs. On utilisera donc moins de vaccins. Il y aura peut-être tout simplement une seule injection. Tout ça, on va voir un peu comment ça va se passer dans les années à venir. Moderna, c'est pareil, c'est donc 95% d'efficacité, donc d'excellents résultats également pour le vaccin Moderna. Donc on le voit, entre guillemets, avec également, plus on augmente en âge, peut-être une légère baisse, mais entre guillemets, de très très bonnes réponses à ce vaccin. Si on compare ces 2 vaccins, on voit, entre guillemets, que bon, il y a eu de grands nombres, on a plus de 70 000 patients qui ont été testés. On a eu des cas de Covid qui étaient déjà en incubation dans les groupes vaccins, c'est à peu près le même nombre. On voit, entre guillemets, que c'est exactement la même chose. Simplement, la conservation ici sera moins 20 et 30 jours à plus 4 pour le Moderna, donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Et le Pfizer, c'est 5 jours à plus 4. Donc c'est quand même un peu plus difficile à manager. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas assez de vaccins, c'est une évidence, il va falloir produire. Il y en aura assez, ce n'est pas un souci, mais il faut produire. Et là, actuellement, on se dit, vaut-il mieux
respecter les procédures telles qu'elles ont été validées, ce qui est toujours mieux, on va dire, ou est-ce qu'on a de la marge? Les Anglais, eux, ils ne se gênent pas. Maintenant, ils laissent s'écouler jusqu'à 12 semaines entre deux injections, ce qui est un peu beaucoup. Alors, on n'a pas de preuve, entre guillemets, que ça marche. On n'a pas de preuve que ça ne marche pas non plus. A priori, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Si on fait dans le mois ou les 2 mois qui suivent le rappel, à mon avis, ça ne changera pas grand-chose. Simplement, on est un peu inquiet qu'avec la pression actuelle qu'il y a sur le virus, si on donne une seule injection, que l'immunité ne soit pas suffisamment forte et qu'elle soit, entre guillemets, capable de faire muter le virus, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas capable d'empêcher l'infection et que cette infection, un petit peu comme ce qui s'est passé avec les transferts d'anticorps de patients, que cette infection puisse, que le virus puisse échapper au vaccin et donner des virus mutants. Donc il ne faut pas trop jouer avec le feu quand même et éviter, tant que faire se peut, que de tirer trop sur la corde et de mettre trop d'espace entre les rappels. Les vaccins à vecteur viral, c'est celui d'AstraZeneca. Alors, c'est une technique tout à fait élégante qu'on a développée pour Ebola. On prend des virus, généralement on aime bien l'adénovirus, ça nous plaît bien, parce que c'est un virus un peu de cirque, il a de l'ADN, donc on met de l'ADN qui code pour la séquence qui nous intéresse, donc en l'occurrence la protéine S du coronavirus. On infecte l'organisme avec cet adénovirus qui ne peut pas se multiplier. Il va donc sortir de la cellule. Il a donc droit juste à un run de multiplication. Il sort de l'infection. Il va donc être capté par les cellules dendritiques et ces cellules dendritiques vont les absorber. Et une fois que l'ADN va être libéré au cœur de la cellule dendritique, cet ADN va faire un ARN messager et cet ARN messager va faire une protéine qui ira donc à la surface du macrophage, la cellule dendritique, va donc aller exprimer une protéine qui va donc déclencher la réponse immunitaire cellulaire et la synthèse des anticorps. Donc AstraZeneca, ChAdOx1, c'est un vaccin qui est originaire d'un adénovirus du chimpanzé. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on prend des adénovirus humains, ce sont des adénovirus extrêmement fréquents et on peut avoir des anticorps naturels parce qu'on a contracté la maladie dans l'enfance ou plus tard contre tous ces adénovirus et que le vecteur tel qu'il va présenter les antigènes qui seront excrétés à sa surface, le côté de l'adénovirus sera annulé, sa pénétration, son absorption sera complètement contrariée par les anticorps préexistants. Et c'est peut-être ce qui existe parce que ce vaccin est né sous des auspices un peu bizarres, puisqu'il y a eu quand même pas mal de volontaires, pareil toujours, près de 30 000, plus de 23 000 volontaires ont été vaccinés. Il y a assez peu de gens âgés, ce qui est une des limites. Et surtout, ce qu'on s'est aperçu, c'est que si l'efficacité était de 70%, on s'est aperçu d'un phénomène extrêmement bizarre. Il y a eu une erreur dans les dosages. Là, il y a un groupe de patients de 4000, donc un groupe assez important, qui a reçu une demi-dose de vaccin avant de recevoir la dose complète. Et dans ce groupe, on a observé une réponse spectaculaire de 90%, comme pour les vaccins ARN messagers, donc une excellente réponse. Donc, pour l'instant, on voudrait en connaître un peu plus. On n'a pas l'explication totalement convaincante, mais je reste persuadé, surtout après les résultats que je vais vous montrer sur les vaccins chinois, que le fait d'avoir utilisé un vecteur adénoviral humain, même de chimpanzé, n'est peut-être pas suffisant pour éviter que les anticorps humains qui pourraient préexister empêchent l'infection de l'adénovirus dans les cellules dendritiques. Il y a donc un problème à régler, mais l'avantage de ces vaccins, c'est qu'après, une fois que la machine est en route, ils sont extrêmement faciles à produire. On pourra avoir des milliards de doses très rapidement dès cette année. Bonne tolérance. On a eu des cas de myélite transverse, 2 dans l'essai, 1 dans le groupe placebo, et ça a été une interruption de l'essai pour voir ce qui se passait, mais les patients ont bien régressé, donc il n'y a pas eu pas de problème. Donc la réponse, l'hypothèse, il y a d'autres hypothèses, mais celle que moi je favorise, c'est une réaction immune croisée vis-à-vis de l'adénovirus du chimpanzé qui ressemble aux adénovirus humains. Le Spoutnik, c'est donc le fameux vaccin russe
qui est absolument pas ridicule. Ils ont eu une bonne idée. Ils ont fait, pour éviter justement ces problèmes de réaction croisée, ils ont pris 2 adénovirus différents, un pour la première injection, donc qui est l'adénovirus, je ne sais plus le numéro, je crois que c'est du 24 ou 26, donc, et l'adénovirus 5 en deuxième injection. Donc il y a une première injection, donc l'apparition des anticorps, et un rappel avec un second adénovirus, donc il n'y aura pas les mêmes anticorps, et il y a donc une belle réponse. C'est donc assez astucieux finalement, et AstraZeneca est en train de travailler avec eux, donc c'est pas parce que les études cliniques ne sont pas vraiment convaincantes, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu n'importe quoi, avoir d'excellents résultats, c'est peut-être le cas des Russes, peut-être que leur vaccin est très bien, même si les évaluations telles que nous les exigeons en Occident ne sont pas tout à fait convaincantes, peut-être que le vaccin finalement n'est pas si mauvais que ça, à surveiller donc. Le vaccin chinois de CanSino, qu'on appelle le Combidicea, lui a pris un adénovirus humain, et là, exactement pareil, on a observé donc une réponse plus faible chez les personnes âgées, mais qui ont une plus grande tolérance, et une immunogénicité inférieure chez les personnes qui avaient une immunité anti-adénovirus 5. Donc là, on retrouve un peu le même phénomène. Donc ces vecteurs sont pas mal, mais c'est très certainement à améliorer dans le futur. Bien, bon, on n'a pas vraiment des résultats très détaillés sur les phases 3 pour ce virus. Un autre vaccin adénovirus, encore une fois adénovirus humain, c'est celui de Janssen avec Johnson Johnson. Donc, on a eu le résultat de la phase 2A qui a donc donné d'excellents résultats. Donc, il y a une phase 3 qui s'appelle Ensemble, qui est en cours sur 38 sujets. On attend avec impatience, bien évidemment, les résultats. Vaccin protéique, c'est notre champion national, enfin national, c'est plutôt international, Sanofi. C'est donc cette fois-ci un vaccin beaucoup plus classique. On va produire la protéine qui nous intéresse, la protéine S, et on va l'injecter directement, avec l'avantage de pouvoir la booster grâce à un adjuvant qui est fourni par GSK, qui est un excellent adjuvant, même si les adjuvants ont mauvaise presse, mais bon, parmi les complotistes, on ne pourra jamais rien y faire de toute façon. C'est un vaccin qui est extrêmement stable, qui se transporte à plus 4 degrés, dont on maîtrise vraiment la production. C'est donc également ce qui s'est passé actuellement, c'est que les doses qui ont été utilisées n'étaient pas suffisantes. Il y a eu des erreurs dans le départ. Sanofi a aussi un vaccin RNA messager, mais là, pour l'instant, il reste sur un vaccin plus traditionnel. Ce vaccin, c'est simple, il est produit par un virus de plante qu'on appelle le baculovirus, qu'on a transfecté, c'est un virus ADN, qu'on a transfecté avec de l'ADN codant pour la protéine sur des cellules d'insectes qui va le produire. On récupère les protéines par les techniques de fabrication du vaccin, on purifie ces protéines, on y adjoint l'adjuvant et le vaccin est prêt. C'est donc un vaccin, une technologie très robuste, très prouvée, qui donne directement la protéine et qui est donc effectivement fait moins peur aux gens que l'ARN messager, mais au total, ce sera toujours la protéine qui va être immunogène. Donc, je vous le disais, Sanofi a un ARN messager, le MRT 5005, qui a été qu'ils ont récupéré par une boîte, une, une petite start-up Translate Bio américaine qui ont fait des phases 1 et 2, donc les réponses sont très favorables chez l'animal, mais ils restent quand même toujours sur leur système donc de production de la protéine par le baculovirus. Et voilà, donc si les résultats ont été satisfaisants pour les jeunes, ils sont insuffisants pour les personnes âgées, donc il faut probablement qu'ils augmentent les doses à la fois de vaccins et d'adjuvants. Donc pareil, le prix sera fait à 10 euros, il peut être conservé à plus 4 degrés, et peut-être, ce serait super, il n'y a peut-être qu'une seule dose. Pour terminer, pour vous faire donc, nanoparticules, c'est la même chose, c'est un système donc, qui est produit sur la plateforme Baculovirus par Novavax, donc, qui est un laboratoire américain, avec donc, des mutations sur le site de clivage pour augmenter la résistance aux protéases, conservation à 2 à 8 degrés, avec des adjuvants. Pareil, c'est la même chose que Sanofi. Ils sont un peu plus en avance puisqu'ils ont des résultats assez intéressants. Le Coronavac, simplement pour mémoire, parce que c'est du vaccin inactivé, c'est-à-dire que c'est le vaccin à l'ancienne. Dans le laboratoire, on met le coronavirus en culture sur les cellules, on nettoie un petit peu le tout et on injecte. Et c'est ce qu'ont fait les Chinois. Ils ont fait des expériences au Brésil et donc on vient d'avoir les résultats la semaine passée. 50% de protection, c'est vraiment très très limité par rapport aux vaccins, aux résultats actuels. C'est donc des vaccins qui auront peu
peu il faudrait voir maintenant s'ils peuvent améliorer, probablement avec peut-être des adjuvants. Enfin, donc, mais c'est des vaccins un peu à l'ancienne. L'avantage, c'est qu'ils sont produits facilement, c'est qu'ils sont produits sans beaucoup de technologie. Leur avantage, c'est par exemple, c'est qu'ils ont par exemple beaucoup de protéines qui sont exprimées, mais pas forcément celles qui nous intéressent. Donc, alors c'est sûr que si par exemple la protéine S venait à muter totalement, on serait peut-être content d'avoir ces vieux vaccins. Les personnes vaccinées sont-elles capables de transmettre le virus? Bon, c'est des données bien évidemment qu'on se pose. Actuellement, ces vaccins, ils sont faits pour nous empêcher d'être malades. Ils peuvent pas empêcher le contact avec les virus qui circulent. De même, les personnes, on est porteur du virus sur nos mains, donc les gestes barrières devront toujours être respectés, mais on n'a pas vraiment de questions pour répondre scientifiquement à la question de savoir si les personnes vaccinées sont capables de transmettre. Je pense que très peu de virus peuvent être produits une fois qu'on a des IgG. C'est clair qu'au niveau de la gorge, ce sont des IgA, des IgM qui vont d'abord contrarier le virus, mais si on est infecté après avoir été vacciné, immédiatement, le virus va être mis sous contrôle de nos anticorps, il y aura très peu de réplication possible. Donc, et du reste, les épidémies s'arrêtent quand on fait les grandes politiques de vaccination. Donc, même si le patient peut être quand même infecté, il est certainement transmissible de façon totalement anecdotique. Donc, une fois que les gens seront vaccinés en nombre suffisant, l'épidémie sera sous contrôle. Pour l'Afrique, bien évidemment, ce qui nous concerne à l'IMEA, c'est un accès global par le COVAX, donc qui réunit le CEPI, le Gavi et l'Organisation mondiale de la santé, afin d'apporter essentiellement à l'Afrique des vaccins. Mais on a déjà discuté lors des confrontations que nous avons eues à l'IMEA que peut-être ce n'est pas la première urgence pour l'heure pour l'Afrique et que le COVAX va avoir le temps de se mettre en place dans les mois à venir. Les questions, sera-t-on obligé de se vacciner? Ben, la réponse va être certainement oui, parce que si vous voulez voyager, tous les pays anglo-saxons vont freiner, tous les pays anglo-saxons ou Israël ou tous les pays où vous voyagez vont exiger un passeport vaccinal. C'est évident, ça fait partie de leur mentalité. Nous, en France, on est plus droit de l'hommiste, etc. et tout, donc peut-être qu'on n'obligera pas ce sera probablement une réponse un peu alambiquée, un peu pas trop claire. Mais si vous voulez voyager, si vous voulez sortir de France et aller dans les autres pays, je pense que la vaccination sera exigée. Pour les nouveaux vaccins, pour les évaluer, ça va être compliqué maintenant, parce que bien évidemment, les gens ne vont pas vouloir avoir un placebo. Donc, on va les évaluer contre les vaccins. Les enfants, ça va être compliqué, parce qu'ils sont un groupe porteur. Devra-t-on les vacciner? Pourra-t-on les vacciner? Comment peut-on modifier les procédures? Les Anglais commencent à aller très loin. Est-ce que c'est risqué? Ben, écoutez, l'avenir nous le dira. La durée de protection, c'est certainement au minimum de 1 an. Au minimum de 1 an. Alors peut-être qu'il faudra faire des rappels comme on le fait pour la grippe, mais ce n'est pas évident. La durée de protection pourrait être plus longue. On va apprendre en marchant. C'est donc dans les années à venir qu'on va mieux connaître ces vaccins et leur réactivité. Et la vaccination annuelle, peut-être que ce sera une possibilité, mais pour l'instant, nul ne peut conclure. Voilà ce que je voulais vous dire pour les vaccins. Si vous avez des questions, bien, vous avez mon email sur la diapositive de garde. N'hésitez pas si je peux y répondre. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.